Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue dans We IT Capable, la série d'entretiens du PNUD qui donne la parole à celles et à ceux qui transforment le défi du quotidien en moteur de changement. L'avenir d'une nation se construit dans ses écoles et dans un pays confronté à des crises incessantes et aux fermetures intempestives, l'éducation est souvent un acte de résistance. Aujourd'hui, nous recevons une figure tutélaire de ce combat, une voix nécessaire, une voix reconnue, Charles Guy Etienne, directeur du collège Katz-Pressoir depuis plus de 40 ans. Monsieur Etienne n'est pas seulement un pédagogue, il est un architecte de la résilience nationale. Sa conviction est sans appel. L'éducation est l'investissement suprême et chaque jeune haïtien et haïtienne recèle un potentiel de compétences dormant qu'il est de notre devoir absolu d'éveiller. Classé parmi les 10 meilleurs enseignants au monde par le Global Teacher Prize, il a transformé son école en un laboratoire d'innovation en intégrant la technologie pour garantir la continuité de l'apprentissage et l'entrepreneuriat pour former des acteurs de changement. Mais plus qu'un modèle d'excellence, M. Etienne incarne une philosophie puissante. Et cette philosophie est la suivante. Un succès individuel n'a de valeur que lorsqu'il devient collectif et partagé par tous et par toutes. Il est de ce fait le gardien d'une promesse, celle de préparer les jeunes pour l'avenir et non de faire des projections basées sur le passé. Monsieur Etienne, votre travail est une quête de transformer l'excellence individuelle en compétence nationale. C'est ce pari fondamental et essentiel que nous souhaitons décortiquer aujourd'hui avec vous. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, commençons avec une question générale, plutôt restons au niveau macro. Quel est le rôle fondamental de l'éducation en Haïti, au-delà du transfert de la connaissance? Et je sais que vous avez beaucoup à nous dire là-dessus, et nous rentrerons sur des éléments du sujet que je sais que vous allez anticiper, mais je voudrais commencer comme une question générale pour situer un peu notre conversation. L'éducation doit arrêter, comme vous avez dit tout à l'heure, de regarder dans le rétroviseur. Ça veut dire de faire toujours des projections sur le passé. L'éducation, pour nous, c'est un vecteur de développement de potentiel des jeunes et qui peut nous permettre de pousser le pays vers une compétitivité internationale. L'éducation doit être accessible à tous. Et ceci, nous insistons, quel que soit le niveau socio-économique, quelles que soient les origines, il faut que le système éducatif donne la chance à tous de réussir sa vie, de réussir leur vie et de devenir de vrais acteurs de changement pour le pays. Pour nous, l'éducation est le pilier de tout développement, je dirais, irréversible. Donc, l'éducation doit permettre de préparer des visionnaires, des leaders transformateurs, pas des leaders communicateurs seulement, mais des leaders transformateurs. Et donc, il faut que l'éducation permette également le développement régional. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus continuer à faire étudier les enfants par cœur, réciter, etc. Il faut que les enfants aient, les élèves, il faut qu'ils aient une formation qui doit leur permettre d'aller sur le terrain et de changer effectivement la situation. Vous savez, et on peut le dire pour le public, nous nous sommes rencontrés déjà à maintes reprises. J'ai eu l'occasion de visiter Katz-Pressoir, qui était une expérience impressionnante et révélatrice pour moi, mais surtout porteuse d'espérance, et aussi dans le cadre du travail que j'effectue. Mais ma première expérience, ça a été avec des jeunes étudiants de Katz-Pressoir que j'ai rencontrés avant de vous rencontrer, et qui me parlaient de leur expérience en termes de programmation. Le seul fait, c'est qu'ils avaient 8 et 9 ans et qu'ils me parlaient déjà qu'ils étaient passés d'un software Scratch Junior à un autre software Scratch qui les a plus évolués et montraient leur programmation. Et lorsque j'ai vu ces jeunes entre 8 et 9 qui parlent avec cette conviction, qui montrent déjà une évolution dans leur capacité technique et qui disent avec conviction « je veux être développeur informatique, ingénieur informatique » et ils ont cette clarité, j'en suis tombé bouche bée. Et de là, j'ai dit, vous venez de l'école. Et c'est à partir de là que nous nous sommes rencontrés. Je voudrais vous écouter parce qu'au-delà justement de former, vous de transmettre
du savoir, c'est vous capitaliser sur la technologie. Vous m'avez montré des efforts aussi en incorporant l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui est relativement démocratique, si on peut le voir, et vous êtes en train de le démocratiser, mais aussi dans une logique d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est faire des choses, être persistant, surmonter les défis, se lancer sur des initiatives dont peut-être on n'a pas tellement la certitude, mais le faire. C'est un état d'esprit, et je pense que ça, c'est quelque chose que vous inculquez à vos étudiants. Je voudrais vous écouter un peu là-dessus. En effet, l'école fait toujours des projections sur le futur et en 1985, déjà, nous avions compris que la technologie allait envahir notre vie sans notre permission. Bien sûr. Et étant donné que l'école doit préparer des jeunes pour le développement et pour s'intégrer au développement international, nous avons pensé introduire la technologie à l'école en 1985. Et notre premier ordinateur était le Commodore 64. On s'en rappelle de Commodore. Et là, quand on l'a introduit à l'école, on a vite compris qu'il fallait faire la formation des professeurs aussi. Et de là, on a compris qu'il fallait développer un peu plus la technologie parce que les élèves déjà s'appropriaient de cette technologie beaucoup plus vite que les professeurs. Et au fur et à mesure, on a senti le besoin de développer un laboratoire informatique. Et lorsque nous avons installé le laboratoire informatique aux alentours de 1987-1988, les parents se questionnaient. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? À quoi ça va servir? Mais tout de suite, on a observé un changement de mentalité, un changement de perception, un changement de schème de pensée chez les élèves. Il y avait une structure de pensée qui s'éloignait de plus en plus de la mémorisation, réciter, avoir une note. Là, on commençait déjà à les pousser vers la recherche. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, on a développé ce laboratoire informatique et nous avons pensé à un certain moment à établir la robotique à l'école. Et là, les parents commençaient à s'inquiéter un peu. À quoi ça va servir, la robotique? C'est quoi la robotique? Nous leur disions, vous avez un téléviseur chez vous, vous avez un remote control. Le remote control, c'est déjà un robot. C'est un appareil qui est programmé pour faire une action. Et donc là, au fur et à mesure, on a compris aussi la nécessité de former les parents. Parce que chez nous, on a la chance d'avoir des parents qui accompagnent énormément les enfants. Et donc, quand maintenant on a commandé des kits de robots pour permettre aux enfants de développer la robotique, de développer des projets surtout, on a senti le besoin de faire la formation des parents. Et c'est ainsi que chaque 2 samedis, il y avait des ateliers de formation pour les parents. Et comme nous disons en général, quand nous prenons une nouvelle direction à l'école, les parents étant des partenaires incontournables, il faut les intégrer dans les prises de décision. Et tout de suite, eux aussi, ils ont compris l'importance de la robotique et ils nous ont épaulés. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on regardait ce qui se passait à l'extérieur parce qu'on s'est dit, si dans les autres pays à travers le monde, les enfants peuvent utiliser la robotique, peuvent utiliser la technologie, pourquoi pas les nôtres? Parce que chez nous, nous sommes confiants que nos enfants, nos jeunes, sont aussi intelligents que les jeunes à travers le monde. Ça, ce n'est même pas une question. Non, c'est sûr. Un fait. C'est sûr. Et donc là, maintenant, on a les jeunes nous ont poussés à développer davantage cette technologie et ils ont senti le besoin d'apprendre à programmer. Parce qu'on leur donne énormément la parole aussi. On discute avec eux, on dialogue avec eux. Et c'est ainsi que nous avons initié le cours de robotique depuis la première année fondamentale. Ça veut dire pour des enfants de 7-8 ans. Et je vous assure que la réaction des enfants nous ont particulièrement étonnés parce qu'ils s'appropriaient, mais avec une aisance. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils devenaient les formateurs pour les professeurs. Imaginez-vous. C'est ainsi que, quand on a voulu introduire l'intelligence artificielle,
on s'est dit, il faut faire la formation des professeurs parce que tout le monde a peur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va remplacer les humains ou pas? Mais nous, en éducation, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer. Cependant, les professeurs, les enseignants qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et quand on faisait la formation des enseignants, on s'est rendu compte que les élèves nous dépassaient déjà. C'est une bonne chose, non? On peut dire ça. C'est ça l'objectif, non? Mais c'est exactement. Voilà. Avec fierté, nous leur avons demandé d'intervenir comme formateurs pour les professeurs. Et grande a été notre joie quand les professeurs eux-mêmes ont accepté avec plaisir et au contraire, ils étaient fiers d'être formés par leurs élèves. Et donc, c'est ainsi que ces jeunes que vous avez rencontrés au Caribé, ils avaient appris à manipuler le Scratch Junior. Et là, il y a une histoire qui me fascine. Il y a un jeune matin qui est arrivé et qui tirait ma chemise, me dit « Monsieur Etienne, n'est-ce pas te montrer ce que j'ai fait hier soir ?» Le papa de lui dit « Mais écoute, je dis non, laissez-le. » Il arrive et il me dit « Regarde, j'ai fait mon papa faire une photo, j'ai fait la photo de mon papa comme ça. Puis j'ai fait la photo de ma maman comme ça. Et avec le Scratch Junior, je les ai fait danser. » On a vite compris qu'il commençait déjà à utiliser l'intelligence artificielle générative. Et donc, ça nous a poussé à développer davantage le cours pour eux. Et c'est ainsi que ces jeunes-là, actuellement, nous sommes invités à une grande présentation lundi prochain au Caribé. Et ces jeunes, mais toujours de la 3e année, donc des jeunes de 8-9 ans, ils sont en train de préparer des simulations avec le Scratch Junior, des simulations en cas d'incendie, quelle attitude à avoir. En cas de cyclone, quelle attitude que les personnages doivent avoir. En cas d'inondation, quelle attitude qu'on doit avoir. En cas de séisme, quelle attitude qu'on peut avoir. Et à partir de là, c'est l'intégration de matière. Et là, on développe absolument des jeunes avec un autre schème de pensée. Et justement, pour que ce ne soit pas simplement les étudiants de votre institution et d'autres, comment on peut démocratiser justement cette approche, cette prise de contact avec ces réalités de la technologie, de ce potentiel, de cet état d'esprit entrepreneurial? Comment on peut justement divulguer, démocratiser cet accès à une façon de voir les choses totalement différente qui est beaucoup moins classique dans son approche? Et je me permets, pour citer à notre téléspectateur, vous vous référiez au Commodore 64 dans les années 80. Si on se rappelle bien, c'était un clavier qu'on connectait à une télévision. Donc on vient de très loin, mais ça montre le fait que vous étiez un précurseur. À l'époque, c'est faire du code et jouer, c'était tout autre chose, et vous venez de très loin. Et vous avez vu et vous avez anticipé justement ça dans le domaine éducatif. Je voulais le reconnaître. Je vous en prie. Alors, comment démocratiser? Nous avons pensé que il y avait un gros problème que nous confrontons jusqu'à présent d'ailleurs. Quand nous donnons cette formation à nos jeunes, et plus ils arrivent vers les examens officiels, je vais tristement le dire, mais c'est la réalité, nous sommes obligés de les préparer pour ces examens officiels qui sont formulés pour nos arrière-grands-parents. Nous sommes obligés de leur dire, si aux examens officiels on vous pose telle question, répondez comme ça pour réussir. Même quand vous savez que ce n'est plus ça. Mais là, c'est antipédagogique, ça nous gêne, c'est comme un frein à ce développement qu'on veut donner au système éducatif. Donc, comment le démocratiser? Il faut partager. Il faut partager, et c'est ainsi que nous avons mis sur pied un projet de lycée connecté qu'on a déjà expérimenté avec le lycée Saint-Jean-du-Sud. Nous avons eu le support du secteur privé pour équiper le lycée Saint-Jean-du-Sud de panneaux solaires, d'inverteurs, etc. Et quel est l'objectif? Que les élèves suivent les manipulations de laboratoire qu'on fait à Quatre-Pressoirs. On s'est vite rendu compte qu'il y a un petit grain de sable dans la machine. C'est-à-dire? La formation des professeurs. Des écoles connectées. Des écoles connectées. Okay. Et donc, on a revu ce projet et on s'est dit, avant de donner accès aux élèves, il faut commencer par former les professeurs.
Et on a vite compris également qu'il fallait aussi former les directeurs. Donc, c'est le partenariat qu'il faut établir. Et je dirais le partenariat surtout public-privé. Et je me rappelle, nous avons été dans le Sud faire la formation pour 25 directeurs d'établissements scolaires, de lycées. Et pendant 3 jours, ils ont eu cette formation-là. 2 semaines après, nous avons été particulièrement impressionnés par un groupe de 25 directeurs d'écoles privées du Grand Sud qui ont voulu prendre eux aussi cette formation-là. Et là, on a sauté sur l'occasion. Ils sont venus nous rejoindre à Port-au-Prince et on a fait la formation pour eux. Bon, maintenant, la situation politique nous empêche de continuer temporairement avec ce projet, mais l'idée, pour démocratiser, il faut un partenariat. Et il faut commencer par les écoles publiques. Ouais. J'insiste là-dessus parce que non seulement ces écoles sont généralement des laissés-pour-compte, ces écoles sont mais vraiment dans un état pédagogiquement difficile. Or, ces écoles publiques sont fréquentées par les gens qui n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Et donc, si on développe le partenariat avec les écoles publiques, que ces écoles publiques redeviennent des références dans le système éducatif, automatiquement, les écoles privées, le secteur privé, n'aura pas le choix que d'emboîter le pas. Donc, il faut partager. Et en même temps, nous nous disons que si le système éducatif évolue, nous allons arrêter de dire aux élèves, si on vous pose telle question, voilà comment il faut répondre. Donc, la meilleure façon, à notre avis, de corriger la situation, c'est un partenariat réel public-privé. Et surtout des écoles qui sont considérées comme des écoles visionnaires, des écoles qui peuvent faire avancer le secteur éducatif avec les écoles publiques qui, elles aussi, veulent avancer. Parce qu'il y a beaucoup de directeurs d'écoles publiques qui veulent constamment nous rencontrer pour prendre une formation. Nous avons déjà réalisé plus d'une 15aine de formations pour des directeurs d'écoles publiques. En tant qu'éducateur, lorsque vous formez tous ces jeunes que j'ai eu la chance de rencontrer, vous pensez à quoi en termes de l'évolution de la personne? C'est quelqu'un avec des principes, quelqu'un qui va avoir des opportunités. Quelle est votre ambition justement dans cet individu et son évolution dans la société? C'est quelqu'un qui, j'espère, qui ne va pas quitter le pays, mais à quoi vous pensez justement dans cette graine que vous êtes en train de mettre et qui va porter ses résultats? C'est faire chacun de nos jeunes un vrai acteur de changement, un vrai visionnaire, un leader porteur de transformation. Et faire de chacun de ces jeunes des startups pour développer le pays. Et en même temps, nous développons à travers notre système éducatif des points d'ancrage pour qu'ils comprennent que le bonheur n'est pas à l'extérieur. Et surtout, quand il y a des problèmes, ce n'est pas l'autre qui doit venir résoudre le problème pour nous. Parce que nous les inculquons que l'autre n'est jamais responsable de nos malheurs. Nous devons, nous autres, regarder en face la situation et donc les transformer en acteurs de changement. C'est l'ambition que nous avons en les formant ainsi. Et ça, c'est un état d'esprit, non? Mais lorsque vous voyez aussi en termes de futures opportunités professionnelles, où va l'économie, où est-ce que vous voyez, vous mettez l'accent sur le thème de la technologie, je pense que ça oriente vers certaines professions que peut-être auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, qui peut-être n'apparaissent pas dans notre radar. Mais est-ce que vous préparez ces jeunes aux métiers du futur, et pour vous, quels sont ces métiers du futur? Et surtout, des métiers du futur qui peuvent être recrutés ici en Haïti et qu'on ne doit pas aller chercher en dehors du pays. Et je pense que ça, comme vous l'avez dit, ces métiers du futur, on peut les générer ici. Alors, nous ne développons pas seulement la technologie pour la technologie, nous développons la technologie, nous utilisons la technologie comme outil. Et en utilisant cette technologie comme outil, ça nous donne des ouvertures
sur des débats avec les jeunes pour qu'ils comprennent qu'effectivement, hier, par exemple, on a eu un débat sur l'architecture. Et il y a un jeune qui nous a fait une présentation extraordinaire à partir d'une imprimante en 3 dimensions et d'un logiciel qu'ils sont en train de développer en groupe. Ils peuvent concevoir des bâtiments, et des bâtiments, disent-ils, paracycloniques, paracycliques, et sismiques également. Et en développant ces logiciels, ils ont l'opportunité d'imprimer en 3 dimensions également chez nous. Et automatiquement, ils se posent la question, mais que deviendra un architecte demain? Okay. Est-ce que la machine ne va pas remplacer un architecte? Et tout de suite, ils ont compris que la machine ne va pas remplacer l'architecte, mais la machine va pousser l'architecte à penser autrement. Parce que la machine est un outil. Et en même temps, nous développons sérieusement l'aspect entrepreneurial aussi. Pour choisir une profession, il faut faire la projection sur le futur. Est-ce que cette profession va résister au développement fulgurant de la technologie et quelle orientation qu'ils doivent prendre s'ils tiennent absolument à ces professions-là. Et c'est ainsi que, à l'école, dans la majorité de nos cours, les élèves ne sont pas assis derrière un tableau à suivre les cours. Là, par exemple, on est en train de faire une expérience dans un cours de chimie. Ils ont, au lieu d'étudier les ingrédients du pain avec eux, ou d'étudier la fonction acide, la fonction base, bon, je passe de ces grandes expressions, ils ont un projet à réaliser. La classe de seconde a été divisée en 6 restaurants bio. Donc, ils doivent faire des recherches sur les épices, sur chaque épice qu'ils vont utiliser pour faire dans leur restaurant. Ils doivent présenter la composition chimique, ils doivent présenter les fiches techniques. Et maintenant, ils ont eu accès à une IA pour pouvoir présenter ces fiches techniques. Et il faut voir le débat que ça provoque chez les élèves. Et mardi prochain, au lieu d'être en salle de classe comme tout le monde, ils seront sur la cour de l'école. Il y aura 6 restaurants sur la cour de l'école et qui vont vendre leurs produits. Vous nous invitez? Avec plaisir. Avec plaisir. Et là, l'intégration de matière, nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons fait venir un économiste et ils vont avoir une conférence avec un fiscaliste d'ici la fin de la semaine parce que nous leur avons dit il faudra payer des taxes aussi, il faut apprendre à payer des taxes aussi. Donc, nous développons de vrais citoyens, des citoyens qui connaissent leurs devoirs envers le pays. Et donc, à travers des projets pédagogiques, nous voulons préparer des jeunes porteurs d'espoir, porteurs de développement irréversible. Je vais revenir un peu sur cette réflexion qu'on a eue sur la jeunesse et partir du point que le dividende démographique haïtien est incroyable, une pyramide d'âge jeune qui ferait l'envie de beaucoup de pays occidentaux qui aujourd'hui se questionnent sur le renouvellement de leur force de travail, comment alimenter leur pension, etc., et comment alimenter leur économie. Comment on fait en sorte que cette jeunesse soit justement un vecteur de force, de conviction, de productivité, de construire ces sociétés et qu'elle ne rentre pas dans l'oubli? Sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas des cas de pressoir comme une généralisation et cela porte à une réflexion, de façon à ce qu'aussi toute la jeunesse haïtienne soit justement mobilisée et donner ces opportunités que vous donnez aux étudiants qui aujourd'hui viennent à votre institut. Et c'est une question pas facile à répondre, mais qui porte à réflexion. Oui, il faut une autre école. Il faut une autre école, il faut un système éducatif mettant l'accent sur le développement régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous prenons par exemple les villes côtières, on n'a pas besoin dans ces villes côtières des écoles de même type qu'à Port-au-Prince, que dans la capitale, ou que des écoles en région montagneuse. Les villes côtières
doivent avoir des écoles vocationnelles permettant aux enfants de devenir de vrais pêcheurs, développant un curriculum sur les métiers de la mer. Et automatiquement, ça valorise le jeune. Il n'a pas à attendre que quelqu'un vienne l'aider. Ça valorise le jeune et ça va le valoriser dans sa région. Parce qu'il sait qu'il y a cette ressource qui est la mer. Et si son école le prépare dans les métiers de la mer, tout en intégrant la technologie, etc., mais il sentira le besoin de rester chez lui. Il va être valorisé et il va devenir un acteur de changement de sa zone. Intéressant. Et à ce moment-là, par exemple, si nous prenons une zone où il y a des mines, par exemple, je prends la zone de Miragouane où il y a encore la bauxite qu'on peut exploiter, il faut des écoles de technologie minérale. Tout en leur donnant une formation générale aussi, mais une école dont l'objectif est de valoriser les jeunes. Et automatiquement, ils ne vont même pas sentir le besoin de venir à Port-au-Prince, voire sentir le besoin de quitter le pays. Il faut une autre école, une école vocationnelle, valorisante. L'école doit arrêter d'être une école punitive, une école de sanction, une école d'évaluation, tu n'as pas la moyenne, tu ne réussis pas. Non, c'est fini ça c'est fini. Il faut une école qui permette aux jeunes de se valoriser. C'est donner confiance, confiance dans l'avenir, et surtout dans un pays où les réalités journalières sont compliquées. Donc, je pense que, comme vous le dites, valoriser, c'est donner confiance, donner les éléments pour qu'un étudiant puisse se projeter, et je pense que c'est un point de départ. Donc, vous commencez par un état d'esprit, en réalité, et ensuite, un état d'esprit qui va avec l'entrepreneuriat, justement, des étudiants qui vont se démener, qui vont construire malgré les défis, et ensuite vous le combinez avec de la connaissance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une combinaison des deux? Oui, et là j'insisterais sur l'école qui permet aux enfants, qui apprennent aux enfants à construire, mais vraiment à construire. Parce que comment peut-on mesurer l'intelligence d'un jeune? Ce n'est pas dans cette école actuelle où ils doivent étudier, réciter des choses certaines fois qu'ils ne comprennent même pas. On peut évaluer le jeune quand on le met sur le terrain et quand on lui donne des outils, d'abord en termes de compétences, je ne dirais même pas en termes de connaissances seulement, en termes de compétences, et on le met sur le terrain, on le met en situation de production. Et à partir de ce moment-là, un autre aspect extrêmement important, il faut aussi développer le travail d'équipe. Il faut développer le travail d'équipe. Parce que seul, on peut ne pas pouvoir réussir. Mais en équipe, on réussira de toutes les façons. C'est une valeur fondamentale. C'est une valeur fondamentale. Parce que, vous voyez, par exemple, chez nous, à Quatre-Pressoirs, quand nous le disons, il y a des gens qui sont perplexes. Nous permettons à nos élèves, dès le mois d'octobre, de novembre, là ils sont en train de le faire présentement, nous leur permettons de choisir leur évaluation de fin d'année. Ce n'est pas à nous, professeurs, de choisir un examen de physique ou un examen de chimie ou un examen de sciences. Non. Nous disons aux enfants, identifiez une problématique de la société. Ne vous contentez pas d'identifier seulement la problématique parce qu'on ne vous apprend pas à vous plaindre. Vous allez identifier également des éléments de solution de cette problématique. Et à travers les cours de sciences en général, ils vont développer des projets de résolution de cette problématique. Et à partir de ce moment-là, les jeunes, j'insiste là-dessus, ils sont valorisés. Et tout jeune ne cherche qu'à être valorisé. Et à ce moment-là, ils se sentent importants, non seulement en équipe, parce que nous autres, quand nous étions à l'école, comment on faisait?
quand vous passiez un examen, il fallait cacher pour que le voisin ne voit pas. C'est pas que je demande de permettre aux voisins de copier, mais c'est d'aller en amont, de les apprendre à concevoir leur examen ensemble, à réaliser leur examen ensemble, et le plus important, de réussir ensemble. Donnez-moi une illustration concrète de jeunes que vous avez vus grandir, mûrir et s'exprimer ensuite en dehors du cercle éducatif que naturellement vous avez articulé. Pour donner un exemple concret au public qui nous écoute, que justement, c'est ce We IT capable, ces jeunes qui justement ont fleuri et aujourd'hui ont des rôles qui contribuent à la société. Je suis certain qu'il y a plusieurs histoires d'orgueil dans ce que vous faites comme éducateur. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Pour dire que cela est possible, que oui, il y a des jeunes qui sont en train de faire des choses sensationnelles et qui justement sont des modèles. Mais nous avons des élèves qui, déjà depuis l'école, avaient monté leur entreprise et ils avaient appris à l'école à enregistrer leur entreprise au ministère du Commerce. Et comme ils étaient mineurs, avec un acte notarié des parents fixant les vrais propriétaires de ces entreprises. Et là, actuellement, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Ils se sont retrouvés, ils se sont séparés à un certain moment pour aller faire leur spécialisation et ils se retrouvent maintenant pour monter leur entreprise, pour faire développer cette entreprise-là. On a plein d'exemples de jeunes qui sont revenus en Haïti et qui ont continué les entreprises qu'ils avaient commencées depuis l'école avec des objectifs bien précis, toujours développer Haïti de manière irréversible. Là, actuellement, on a une équipe, ils sont en train de travailler sur un projet d'industrie de transformation des produits naturels en médicaments. Et ils avaient déjà le nom de leur entreprise. Ils sont maintenant en train de finaliser l'entreprise pour pouvoir produire des médicaments à base de plantes naturelles. Il y a plein d'exemples de ces jeunes. Et l'une des questions que nous leur posons, mais pourquoi vous ne restez pas à l'extérieur? Non, l'extérieur c'est pas notre vie, c'est pas pour nous. Nous avons un rôle à jouer en Haïti. Donc oui, Haïti capable. Je vais vous laisser terminer et parler à un public qui dit « j'ai des doutes, je n'y crois pas, c'est peut-être quelque chose pour quelques-uns et pas tous ». Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes qui aujourd'hui se posent des questions, qui peut-être n'y croient pas, pour essayer de les motiver et justement les faire rentrer dans cette dynamique constructive et positive? Qu'est-ce que vous leur diriez? Et je vous laisse conclure pour justement, vous avez déjà converti, appuyé plusieurs jeunes comme éducateurs depuis 40 ans, et ça c'est quelque chose que tout le monde vous reconnaît. Mais qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui aujourd'hui sont un peu ceux qui sont en retrait et comment faire en sorte qu'ils fassent partie justement de cette vaste majorité? Je leur dirais d'abord qu'ils doivent prendre conscience de leur grande capacité. Je leur dirais ensuite, quel que soit leur niveau socio-économique, quel que soit leur niveau, ils ont la capacité de devenir de vrais acteurs de changement. Il faut qu'ils acceptent à s'y mettre, premièrement, et deuxièmement, qu'ils développent une vision pour leur communauté, leur propre communauté, et qu'ils apprennent également à s'intégrer dans leur communauté. Que ces jeunes comprennent que l'autre ne pourra jamais solutionner leurs problèmes. C'est à eux de solutionner leurs vrais problèmes. Et chacun de ces jeunes a des capacités que l'école n'arrive pas encore à développer. Par exemple, là maintenant, nous travaillons sur le cerveau prédictif et nous constatons que des jeunes en dehors de Port-au-Prince
ont des visions très claires de leur avenir parce que nous les accompagnons. Là, récemment, par exemple, il y a une équipe de 4 Spessoirs, dont mon fils, et Guy Philippe. Il a été au Boy et il a fait une formation sur l'intelligence artificielle pour des gens qui ne sont même pas à l'école. La réaction de ces gens a été spectaculaire. Donc, ils ont dans leur jardin intérieur des capacités énormes. Il faut se faire confiance d'abord. Est-ce que cela applique aux jeunes qui sont dans les gangs? Est-ce qu'on peut les réinsérer et leur redonner confiance? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis pour. Parce qu'ils ont pris cette direction-là. Pourquoi? C'est parce que la société ne leur a pas donné l'autre option. Les responsables ne leur ont pas donné l'autre option, qui est l'option éducative, l'option de se développer sainement, l'option d'exploiter sainement leurs vraies capacités. Moi, je suis convaincu. Et d'ailleurs, quand on prend ces jeunes qui exposent leur vie avec une arme, ils apprennent à utiliser l'arme avec une rapidité extraordinaire. Donc, ils seront capables d'utiliser aussi ou d'apprendre à utiliser un ordinateur avec la même rapidité. Il faut leur donner leur chance. La réintégration de ces jeunes est possible et souhaitable. Écoutez, je pense que c'était la meilleure façon de terminer, de justement s'orienter sur ces jeunes qui aujourd'hui sont en retrait, qui sont dans l'oubli, qui sont dans la difficulté, et dire qu'il y a des options pour eux, que justement, oui, les jeunes peuvent se développer, quelle que soit leur provenance, leurs difficultés, et qu'il y a des approches. Et vous en êtes naturellement une qui est sert de modèle. Donc je voudrais vous remercier pour nous donner une lueur d'espoir. C'est un travail en équipe, comme vous l'avez dit, une des grandes valeurs. Et le travail en équipe, ce n'est pas simplement entre individus, c'est entre institutions, publiques, privées, mais sous cette conscience commune on partage une vision de cet Haïti qui a des potentialités, et cela commence par sa jeunesse. Donc encore merci pour cette opportunité. Je pense qu'on aura l'opportunité de discuter d'autres choses et de travailler ensemble aussi sur les thèmes de jeunesse qui nous intéressent énormément. Mais encore merci pour ces paroles et naturellement pour tout le travail que vous faites depuis 40 ans. Et je sais que vous vous arrêtez pas là et que ça va continuer et que vous le ferez avec la même conviction et dynamisme. Encore merci. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Encore. Au revoir. Merci. Merci encore, Monsieur Etienne, pour cet échange vraiment fondamental, à la fois technique, philosophique et vraiment profondément ancré dans la réalité haïtienne. Votre parcours nous rappelle que l'éducation n'est pas une dépense, mais c'est un investissement, et c'est l'investissement le plus crucial pour l'avenir d'Haïti. Transformer le système éducatif, c'est transformer le pays. Cela passe par l'innovation, la technologie, l'entrepreneuriat, et une volonté inébranlable de partager l'excellence pour la rendre accessible à tous et à toutes, notamment aux écoles publiques. Comme vous le dites, chaque jeune haïtien est un potentiel de compétences dormant. L'urgence n'est pas seulement de lui donner une leçon, mais de lui offrir un chemin. C'est une responsabilité collective qui appelle l'État, le secteur privé et la société civile à investir massivement dans ce capital humain. Oui, Haïti capable, parce que tant qu'il y aura des éducateurs comme vous pour croire en ce potentiel inexploité et surtout exiger que l'avenir ne soit pas une projection du passé, l'espoir du lendemain meilleur se forgera dans la salle de classe. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui Haïti capable, parce que investir dans l'éducation, c'est choisir avant tout de faire exploser la compétitivité de la nation. Merci.